Peu à peu, les réponses s'affinèrent et les enquêteurs apprirent qu'une dizaine d'entités se partageaient la place. La plupart se montraient capricieux et agressifs, mais l'un d'eux, qui disait s'appeler Billy, était relativement coopératif. Billy leur expliqua qu'il avait autrefois habité la maison, et qu'il était devenu aveugle juste avant sa mort, qui avait été paisible. Un soir, il s'était endormi au salon, et il était parti comme ça, assis dans son fauteuil préféré, dans l'angle de la pièce. En se réveillant, il s'était retrouvé au cimetière, mais il était aussitôt retourné chez lui pour tourmenter les occupants de sa maison. Et il s'acharnait particulièrement sur Janet, car il estimait que son lit était sien. Des recherches furent alors menées, et il apparut qu'un vieil homme, Bill Wilkins, avait effectivement vécu dans la maison, et qu'il était mort d'une hémorragie cérébrale, assis dans un fauteuil du salon, à l'endroit indiqué. Si Billy voulait bien discuter avec eux, il refusait de parler de certaines choses. Chaque fois qu'ils abordaient des sujets religieux, l'esprit semblait s'agacer, et les cassettes qui enregistraient leurs conversations étaient victimes d'inexplicables incidents. Les membres de la SPR avaient vraisemblablement réussi à établir un contact, mais ils ne pouvaient pas s'empêcher de se demander avec qui ou quoi. Le 1er décembre, Janet prétendit avoir lévité, ce dont les enquêteurs doutèrent sérieusement. Ils interrogèrent alors les voisins pour voir si quelqu'un avait remarqué quelque chose, et il s'avéra que plusieurs habitants du quartier avaient été témoins du phénomène. L'un d'eux, un commerçant qui leur apparut comme un honnête homme, décrivit ainsi l'incident. « J'ai vu cet enfant, j'ai vu sa tête apparaître à la fenêtre, exactement comme si elle rebondissait sur son lit. Puis des objets ont traversé rapidement la pièce. Ils n'étaient pas lancés vers la fenêtre, ils se déplaçaient en décrivant des cercles. Ils frappaient la vitre et rebondissaient pour continuer à la même hauteur, dans le sens des aiguilles d'une montre. Si les objets avaient été lancés, ils auraient simplement frappé le carreau et seraient tombés. Les objets paraissaient être des livres, des poupées et du linge. Il y en avait 5 ou 6, et leurs mouvements suggéraient qu'ils étaient attachés les uns aux autres par un élastique. Ils paraissaient animés par une force considérable, et tous tournoyaient en même temps. Puis, l'enfant est apparu en 2 occasions, flottant horizontalement à travers la pièce, et 2 fois, ses bras ont cogné avec force contre la vitre. À ce moment, j'ai craint qu'elle ne passe par la fenêtre. Pendant que les objets tournoyaient dans la pièce, les rideaux étaient soulevés vers l'intérieur. La voix ronchonnait maintenant à tout propos, que la porte soit ouverte ou fermée, et la plupart du temps, elle se montrait terriblement ennuyeuse. Maurice Grosse et Guy Playfair collèrent de grands morceaux de sparadrap sur les lèvres de Janet. Ils lui remplirent la bouche d'eau, lui serrèrent son écharpe autour de sa tête, mais rien, absolument rien ne semblait pouvoir la faire taire. Parfois, la voix se faisait entendre quand elle se trouvait hors de la maison, lors de visites chez le médecin ou dans le bus par exemple. Elle insultait souvent les passants, créant des situations embarrassantes. Noël approchait et la maison des Hodgson avait été décorée avec le plus grand soin. Des guirlandes et des petites lanternes recouvraient les murs du salon, et un grand sapin trônait au milieu de la pièce, chargé de cadeaux. Parmi tous les paquets se trouvait une boîte de chocolat, dont l'étiquette disait « À Bill, Joe et les autres, dans l'espoir de votre départ ». Elle venait de Guy Playfair. Il espérait que le message serait clair, mais le poltergeist allait le snober royalement. Quelques jours avant Noël, George Fallow, du Daily Mirror, rendit visite à Peggy et il apporta des présents pour ses enfants. Le journaliste fut particulièrement surpris en découvrant la façon dont le cas avait évolué, et il décida de réaliser un nouveau reportage.
Brian Rimmer avait été désigné pour couvrir l'affaire et il fit un travail remarquable. Il revint plusieurs fois dans la maison, interviewant longuement toutes les personnes impliquées et prenant d'abondantes notes. Le matin du 23 décembre, 2 petits poissons rouges furent découverts morts dans leur aquarium. Ils avaient toujours été bien traités, bien nourris, et Janet était particulièrement attachée à eux. La voix s'accusa spontanément de leur mort. « C'est moi qui l'ai fait. J'ai électrocuté les poissons par accident. » Le jour de Noël, le 3e animal de compagnie de la maison, Whitey, la perruche, fut retrouvée froide et sans réaction dans sa cage. Cette fois, la voix ne fit aucun commentaire. Le poltergeist s'en prit ensuite à Janet. Elle était assise près de la fenêtre de la salle à manger, quand brusquement elle poussa un cri en portant ses mains à sa gorge. L'un des rideaux s'était enroulé autour de son cou et semblait vouloir l'étrangler. Elle en fut horrifiée, tout comme sa mère. Peu après Noël, la fillette subit une attaque semblable. Mais cette fois, 2 personnes en furent témoins, et le magnétophone de Maurice Gross enregistra le bruissement furtif du rideau en mouvement. D'après sa mère, le rideau s'était échappé de l'embrasure et il s'était enroulé autour du cou de Janet comme à l'assaut. L'incident se répéta 8 fois. Un soir, Peggy dut lutter contre sa robe de chambre, qui s'enroula autour de son corps comme une ficelle, et 1 minute plus tard, Janet connut le même sort avec son drap. La fillette finit par s'endormir, mais elle se retrouva attaquée à 3 reprises, et malgré son extrême fatigue, sa mère décida de la veiller. Les enquêteurs se demandèrent alors s'ils n'encourageaient pas la voix à se manifester par leur dialogue, et ils décidèrent de l'ignorer, ce qui mit le poltergeist dans une colère folle. Le soir du réveillon du Nouvel An, des bruits de coups retentirent dans la salle à manger, où la famille et les membres de la SPR se trouvaient réunis. Puis, une commode commença à sauter d'avant en arrière, comme si quelqu'un la secouait en la cognant contre le mur. Quelques secondes plus tard, un tableau se décrocha de son support pour aller frapper la tête de Guy Playfair, puis le canapé et les fauteuils se retrouvèrent renversés et les rideaux arrachés. L'enquêteur demanda à haute voix quel esprit se manifestait ainsi, et Fred lui répondit que Tommy, un petit garçon incontrôlable de 5 ans, était responsable des perturbations. Personne n'osait bouger. Ils attendaient l'inévitable suite, quand l'arbre de Noël se mit à flotter dans les airs, et traversant la pièce en volant, il arracha les décorations murales sur son passage. Cette agitation dura jusqu'à 1 heure du matin environ. Puis la voix leur expliqua que Tommy n'aimait pas le nouveau matériel vidéo qu'ils avaient installé dans la chambre, d'où sa démonstration. L'esprit qui se faisait appeler Fred conseilla alors à Peggy de prendre tous les couteaux du tiroir de la cuisine, ceux qu'elle réservait aux grandes occasions, et de les jeter. D'après lui, Tommy était capable de s'en emparer, et il pouvait se révéler dangereux s'il était armé. Peggy ne tint aucun compte de cet avertissement, mais le lendemain, à 10 heures du matin, Janet descendit précipitamment les escaliers, criant qu'un couteau la suivait. La fillette expliqua à sa mère qu'elle se trouvait dans l'escalier, quand brusquement, un couteau s'était dressé devant elle. Elle avait fait demi-tour, mais il l'avait suivie, et elle avait couru la prévenir. Comprenant que sa fille ne plaisantait pas, elle avait vraiment l'air paniqué, Peggy monta immédiatement au premier. Elle fouilla toutes les chambres sans rien trouver, mais comme elle redescendait, elle remarqua un couteau de cuisine en bas des marches. En apprenant l'incident, Guy Playfair tenta de rassurer Peggy, lui disant que si le poltergeist avait vraiment voulu tuer quelqu'un, il l'aurait fait depuis longtemps. Mais au fond de lui, il n'en était pas si sûr. Parfois, les esprits faisaient preuve d'humour.
Ainsi, dans la salle de bain, les enquêteurs découvrirent un jour la phrase « Je suis Fred », écrit en bandelettes de Chatterton rouge, et à une autre occasion, le nom d'une certaine manière malodorante apparut sur le mur des toilettes. Les lettres avaient été tracées avec la substance en question. Un soir, un chausson donna un spectacle au pied du lit de Janet, dansant et se pliant comme une marionnette. Une nuit, la voix annonça qu'elle voulait un gâteau, et aussitôt, un biscuit vint se planter dans la bouche de Janet, laquelle s'était réfugiée sous les couvertures de son lit. En janvier 1978, des courants d'air froid commencèrent à parcourir la maison comme des tourbillons. À la fin du mois, une phoniatre fut invitée à venir étudier la voix et à la comparer avec celle de Janet et de Margaret. Quand la nouvelle lui fut annoncée, le poltergeist n'émit aucune objection et il se comporta comme à son habitude. La jeune femme passa des heures à étudier le phénomène et en fin de soirée, elle annonça formellement que la voix était un mystère. Elle ne provenait ni des cordes vocales de Janet, ni de celles de sa sœur. À la même période, les enquêteurs apprirent qu'un jeune couple sans enfant, d'une trentaine d'années, connaissait les mêmes phénomènes non loin de là. Le poltergeist était un peu plus calme, mais il avait eu un début d'incendie. Après en avoir discuté entre eux, les enquêteurs décidèrent que Maurice Grosse irait enquêter sur place, pendant que Guy Playfair resterait au 284 Green Street. Une semaine plus tard, alors que Peggy rentrait à la cuisine pour mettre une bouilloire à chauffer, elle remarqua qu'une épaisse fumée s'échappait de l'un des meubles. Le foyer était situé à l'intérieur d'un tiroir fermé, où se trouvait également une grosse boîte d'allumettes. Mais aucune d'entre elles ne s'était enflammée, exactement comme l'incendie qui s'était produit chez le jeune couple. Le poltergeist en avait entendu parler, et il avait reproduit le même incident. Depuis quelque temps, Maurice Grosse était victime de phénomènes étranges. Sa voiture était devenue terriblement capricieuse. Des bruits résonnaient dans son appartement, et des objets disparaissaient et réapparaissaient inexplicablement. Les enquêteurs, qui étaient troublés, mais ne savaient pas comment réagir, décidèrent de faire appel à un médium. Et un homme leur fut recommandé, Jerry Sherrick. Lors d'une séance, il leur expliqua que Peggy et Janet étaient déjà sœurs dans une autre vie, qu'elles se mêlaient de sorcellerie et qu'elles étaient médiums. Au moment de leur nouvelle naissance, leur ancienne personnalité leur était revenue, et elles attiraient toutes sortes d'esprits sans le vouloir. Durant toute sa visite, il prétendit voir une horrible vieille femme rôder dans la maison, et quand il rentra en transe, une voix féminine éraillée surgit de sa poitrine. « Je viens ici quand je veux. Je ne suis pas morte, et je ne m'en irai pas. » Elle paraissait terriblement haineuse. Monsieur Sherrick avait emmené avec lui l'une de ses connaissances, Monsieur Dailly, un homme qui disait savoir comment chasser les esprits. À la fin de la séance, il fit quelques passes magnétiques, posant ses mains sur toutes les têtes des occupants de la maison. Et pendant quelque temps, ils connurent une paix presque totale. Peggy n'arrivait pas à y croire. Elle pensait qu'ils bénéficiaient d'une sorte de trêve, et que la chose reviendrait les harceler. Elle ne se trompait pas. Un jour, alors qu'elle se préparait à donner son bain à Billy, elle trouva toute la salle de bain inondée. Puis, des flaques apparurent sur le sol de la cuisine et des toilettes. L'odeur de cette eau était atroce. Après l'avoir fait analyser, il s'avéra que le mystérieux liquide n'était pas de l'eau, mais de l'urine de chat. Les voix étaient revenues. Elles étaient deux, et elles semblaient se moquer de tout. Les deux enquêteurs, qui ne savaient plus quoi tenter,
décidèrent de s'éloigner délibérément d'Enfield pour voir quel effet aurait leur absence. Selon toute apparence, elle n'en eut aucun. Le lendemain de leur départ, des coups furent frappés un peu partout dans la maison. 2 chaises se renversèrent, une plante sauta du rebord de la fenêtre de la cuisine pour atterrir dans l'évier. Des coussins glissèrent du canapé, d'autres se dressèrent, une boîte de mouchoirs en papier se déplaça toute seule. Une flaque d'un liquide indéterminé, 2 tas de matière fécale et une pile de glaçons se matérialisèrent sur le plancher, et une construction élaborée apparut sur la table de la cuisine. 2 tasses, un verre, un sucrier, une théière, un beurrier, un torchon et une serpillière avaient été empilés de manière complexe, dans un parfait équilibre. Lorsque Peggy découvrit le chef-d'œuvre, la voix annonça fiévreusement « C'est moi qui ai fait ça !» Au mois de mars, lors d'une conférence organisée par la SPR à Cambridge, Maurice Grosse et Guy Playfair présentèrent un long exposé sur le poltergeist d'Enfield. Ils décrivirent la situation, leurs nombreuses observations et leurs conclusions communes. Mais les réactions des participants furent tellement négatives qu'ils décidèrent d'y mettre prématurément un terme. Le lendemain, le reportage du Daily Mirror fut publié. Brian Rimmer avait fait du bon travail. Son article occupait une page entière et les photos étaient bien reproduites. Suite à cette nouvelle publicité, de nombreux journalistes vinrent visiter la maison, et certains se retrouvèrent eux-mêmes témoins de phénomènes inexpliqués. Après avoir examiné l'affaire, le professeur Hans Bender, qui possédait une grande expérience des poltergeists, pour avoir étudié plus de 40 cas, leur conseilla un exorcisme. Mais ils décidèrent de ne pas donner suite. Maurice Grosse et Peggy y étaient réticents, et Guy Playfair farouchement opposé. « Je n'ai pas de temps à perdre avec ces conneries diaboliques. C'est une invention du dogmatisme religieux médiéval. Il n'y a pas de lien avec la réalité. J'imagine bien comment un exorciste sentirait une légion de démons dans la maison. Nous n'avons aucun signe d'activité diabolique. » Un psychiatre, le docteur Sachs, fut ensuite appelé pour examiner Peggy et les enfants, et il affirma que si les enquêteurs partaient, alors les prétendus phénomènes cesseraient. M. Grosse et M. Playfair avaient déjà tenté l'expérience, mais ils suivirent néanmoins son conseil. 1 mois plus tard, Peggy leur demanda de revenir. Durant leur absence, elle avait noté plus de 150 incidents dans son journal. Les apparitions visuelles étaient de plus en plus fréquentes. Janet et Margaret se plaignaient d'un vieil homme aux ongles longs, vêtu d'un pantalon brun et d'une vieille chemise usée qui s'amusait à leur faire peur et à les pousser. Un autre esprit se montrait fréquemment, un petit garçon dont Peggy donna une description précise. Nous étions tous prêts pour aller faire les courses, et j'ai dû me rendre aux toilettes avant de partir. Pendant que j'y étais, j'ai entendu des coups à l'extérieur, comme si quelqu'un tapait du pied. Puis il y a eu un bruit dans la salle de bain, et je suis allé voir, mais il n'y avait personne. Je me suis alors retourné pour tirer la chasse d'eau, et c'est alors que je me suis aperçu que la porte de séparation était ouverte, et qu'il y avait un enfant. Au début, j'ai pensé qu'il marchait, mais il flottait à travers la cuisine. C'était un enfant à peu près de la taille de Billy, et pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que c'était lui. Puis j'ai compris qu'il n'était pas habillé de la même façon. On aurait dit qu'il portait une sorte de chemise de nuit, et qu'il flottait ou glissait. Les perturbations affectaient maintenant leurs voisins, et certains membres de leur famille. Le 30 mai 1978, le poltergeist donna une représentation publique, en plein jour, devant plusieurs témoins. Janet et Margaret se disputaient avec des enfants du voisinage,
quand une pluie de pierres s'abattit dans leur jardin, et juste après, une seconde arriva en sens inverse. Un homme qui habitait un peu plus loin vint alors se plaindre que quelqu'un s'amusait à lui jeter des pierres. Mais au même moment, des cailloux, des bouteilles de lait, des briques et des touffes de gazon se mirent à voler dans toutes les directions, finissant leur course folle dans 5 jardins différents et mettant la rue en émoi. Peggy, qui avait peur que ses filles soient désignées comme responsables, s'empressa de les faire rentrer, mais la pluie d'objets hétéroclites se poursuivit quand même. La hantise durait depuis 9 mois, et aucun signe ne laissait envisager une accalmie. Généralement, le poltergeist s'amusait à jeter des objets par terre, souvent des ustensiles de cuisine, mais parfois, rarement, il se rendait utile. Un jour, alors qu'elle préparait un gâteau, Peggy entendit la voix murmurer à son oreille. « Vous n'avez pas assez de sucre, Mam. » Et effectivement, elle n'en avait pas assez pour faire le gâteau. À ce moment-là, les enfants étaient à l'école, et cet incident prouva, si besoin était, qu'ils n'étaient pas impliqués dans toutes les manifestations, comme certains le prétendaient. Le poltergeist continuait à éjecter Janet de son lit, mais la fillette s'en amusait presque. Elle s'y était habituée, disait-elle. Peggy expliqua alors à Maurice Grosse que parfois sa fille se mettait à flotter à 1 mètre au-dessus de son lit, et qu'en d'autres occasions, elle était projetée par terre, puis elle lévitait très haut, presque jusqu'au plafond. Quand elle se recouchait, elle ramenait ses draps sur elle, mais souvent, elle s'envolait une nouvelle fois, traversant ses couvertures qui restaient intactes sur le lit. Le poltergeist d'Enfield était maintenant célèbre, et les enfants en payaient cruellement le prix. Billy avait été baptisé le garçon bizarre de la maison hantée, et certains crachaient sur lui dans la rue. Janet n'était bien nulle part. À l'école, ses camarades la harcelaient. Ils l'appelaient la fille fantôme, et lui mettaient des tipules, de gros insectes effrayants mais inoffensifs, dans le dos. À la fin des cours, elle avait peur de rentrer chez elle. Elle ne savait jamais ce qu'elle allait trouver. Souvent, quand elle arrivait, la porte d'entrée était ouverte. Des gens allaient et venaient, à l'extérieur comme à l'intérieur, et elle n'en pouvait plus. Au début du mois de juin 1978, elle demanda à partir de la maison. Le 16 juin, elle rentra en pension chez des sœurs catholiques. Et quelques jours plus tard, à la demande de Guy Playfair, elle fut enfin admise dans l'un des meilleurs hôpitaux psychiatriques du monde. À cette occasion, les 2 enquêteurs firent un exposé détaillé des événements au psychiatre de l'établissement, et un long silence gêné s'ensuivit. Après une brève discussion, les médecins décidèrent de soumettre Janet à des examens approfondis, aussi bien physiques que psychiques. Et ils leur promirent que si quelque chose n'allait pas chez elle, alors ils trouveraient. Maurice Grosse et Guy Playfair pensaient que les phénomènes cesseraient si Janet s'éloignait de la maison. Mais ils se trompaient. Ed Warren, le célèbre démonologue, avait déjà visité la famille à plusieurs reprises. Mais ses rapports avec Maurice Grosse et Guy Playfair étaient tendus et n'étaient pas le bienvenu. Vers la fin du mois de juin, Ed retourna à Enfield en compagnie de sa femme, Lorraine, et il passa une journée dans la maison. Des phénomènes inhumains étaient en cours, expliqua-t-il par la suite. Bien évidemment, vous ne pouviez pas enregistrer l'atmosphère dangereuse et menaçante à l'intérieur de cette petite maison. Mais vous pouviez filmer les lévitations, les téléportations, les dématérialisations des personnes et des objets qui se déroulaient là-bas, sans oublier les centaines d'heures d'enregistrement de ces voix spirituelles qui parlaient fort dans les pièces. Peu de temps après,
Peggy partit en vacances pendant 1 semaine avec ses enfants et elle chargea son frère de surveiller la maison en son absence. Un jour, alors qu'il vérifiait que tout était bien en ordre, il vit un homme assis à la table de la salle à manger. Il était assis sur une chaise devant la table et il me tournait le dos. Il était accoudé exactement à cet endroit. Il avait une chemise blanche sans col avec des rayures bleues. C'était le genre de chemise, pas une neuve, qu'on portait dans les années 30. Des manches roulées, un pantalon noir, une ceinture en cuir et des cheveux gris clairsemés. Quel choc j'ai eu en le voyant. Il ne bougeait pas, mais il lisait dans mes pensées. Je l'ai regardé et une idée m'est venue à l'esprit. J'ai pensé, qu'est-ce que tu fais là? À quel jeu joues-tu, mon gaillard? Il me tournait le dos et regardait droit devant lui. J'étais sur le point de dire quelque chose quand, soudain, j'ai réalisé dans quelle maison j'étais. J'ai fermé les yeux quelques secondes et quand je les ai rouverts, il n'y avait plus personne. Il était comme vous en ce moment, comme tout à chacun assis à une table. Pas d'imprécision, rien, clair comme de l'eau de roche. Ça s'est passé vers 17h, un après-midi d'été, en plein jour. J'ai quitté précipitamment la maison, j'étais effrayée. En arrivant chez moi, j'ai dit à ma femme, « Désolé, mais en aucun cas, je ne remettrai les pieds dans cette maison tout seul. Cette maison est hantée. » À leur retour, les perturbations, qui s'étaient un peu calmées avec le départ de Janet, reprirent de plus belle. Au mois de juillet, les enquêteurs suggérèrent à Peggy d'arrêter de noter les événements, espérant ainsi décourager le poltergeist. Elle suivit leurs conseils, en vain. Rien ne semblait marcher. À l'hôpital, Janet était parfois témoin de petites manifestations, qui l'amusaient plus qu'autre chose. Elle rentra chez elle en septembre 1978, après une absence de près de 3 mois. Elle semblait détendue, et elle avait gagné en maturité. D'après les experts qui l'avaient suivie durant cette période, elle était en pleine forme, aussi bien physiquement que psychologiquement. Peggy, Margaret, Janet et même Billy, qui était plus intéressée par ses Legos que par toutes ces histoires de poltergeist, étaient régulièrement témoins d'apparitions du vieil homme ou du petit garçon. Avec le retour de Janet, les phénomènes s'accentuèrent, en particulier les coups contre les murs. Peggy n'en pouvait plus. Elle était au bord de la dépression nerveuse. Vers la fin de l'année 1978, Peter Lefeber, l'éditeur d'un nouvel hebdomadaire hollandais, spécialisé dans la recherche psychique, vint visiter la famille. Avec lui, il amena Dono Gemling Meiling, un jeune médium qui avait personnellement résolu 2 cas de poltergeist. Pour Guy Playfair, cette expérience était la dernière. Si elle ne donnait pas de résultat, alors il laisserait tomber l'affaire. Après son passage, comme après chaque visite de médium, les manifestations se firent plus rares. En 1979, un prêtre vint bénir la maison et les manifestations s'arrêtèrent totalement. Enfin, presque. En 1980, Guy Playfair écrivit un livre relatant l'histoire du poltergeist d'Enfield. Cette maison est hantée. Il expliquait alors que même si les enfants avaient quelquefois tenté de faire leurs blagues, la hantise était authentique et qu'un esprit était responsable de la plupart des phénomènes. Invitée sur Channel 4, une chaîne de télévision du Royaume-Uni, Janet raconta « Je me sentais utilisée par une force que personne ne comprenait. Je n'aime pas trop penser à cela. Je ne suis pas sûre que le poltergeist était vraiment mauvais. C'était presque comme s'il voulait faire partie de notre famille. Il ne voulait pas nous blesser. Il était mort là-bas et il voulait être tranquille. Sa seule façon de communiquer était à travers moi et ma sœur. » Janet se maria très jeune, à 16 ans. Son frère Johnny mourut d'un cancer à 14 ans. Mais Billy et sa mère
continuèrent à habiter la maison pendant des années. Souvent, ils se sentaient observés, et ils entendaient des bruits. Il y avait toujours une présence là-bas, quelque chose qui vous surveillait, rapporta Janet. En 2003, Peggy Hudson succomba à un cancer du sein et Billy quitta la maison. Peu de temps après, Claire Bennett et ses 4 fils, qui ignoraient tout du poltergeist d'Enfield, s'installèrent au 284 Green Street. Ils n'y restèrent que 2 mois. Interrogée, Madame Bennett déclara: « Je n'ai rien vu, mais je me sentais mal à l'aise. Il y avait certainement une sorte de présence dans la maison. Et j'avais toujours l'impression que quelqu'un me regardait. La nuit, ses enfants se réveillaient, et ils entendaient des gens parler tout bas. Madame Bennett découvrit alors l'histoire de la maison. Tout à coup, tout avait un sens. Shaka, l'un de ses fils, était âgé de 15 ans au moment des faits, et jamais il n'oublia son court séjour à Enfield. La nuit où nous avons déménagé, je me suis réveillée et j'ai vu un homme entrer dans la pièce. J'ai couru dans la chambre de maman et j'ai dit « On doit bouger de là ». Le lendemain, il quittait les lieux. La maison du 284 Green Street est actuellement occupée par une autre famille, qui ne souhaite pas révéler son identité. La mère est au courant des événements, mais pas ses enfants. Elle ne leur a rien dit car elle ne veut pas qu'ils aient peur. Pour Janet, il convient de rester prudent. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme que lorsque j'étais enfant. C'est en sommeil, mais c'est toujours là. Tant que les gens ne font pas de séance de Ouija, comme nous l'avons fait, alors ça devrait aller. Le poltergeist d'Enfield n'a peut-être pas fini de faire parler de lui.